Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 89e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. J'ai un petit clin d'œil à vous faire. Un petit clin d'œil parce que Nicolas m'a gentiment dit que l'histoire d'Hélène prenant la parole en public, je l'avais déjà racontée. Alors, je me suis demandé si je radotais, si j'étais moins attentive, Et puis, comment se faisait-il qu'il était le seul à me le dire ? Deux hypothèses. La première, c'est que vous ne les avez pas toutes écoutées. Alors je vous invite à découvrir celles que vous n'avez pas écoutées. Et la deuxième, qui parle vraiment de la façon dont je regarde le monde, à un moment différent, la même histoire a une résonance, une dimension, des enseignements différents. Les souvenirs d'un amour disparu sont comme des feuilles mortes. Ils créent un tapis sur le sol, mais ils ne peuvent plus donner vie à l'arbre. L'auteur est anonyme, mais je le trouve drôlement bien inspiré. On va commencer par quelques lignes partagées par Henri Gougaud, qui est vraiment un poète. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous partager deux de ses histoires, pour ses mots, pour son talent, pour ses images. La première s'intitule « La tâche ». Quelques mots puissants qui suffisent à poser la désertification de l'amour. Autrefois, vécut un guerrier qui se trouva 5 ans durant pris de passion pour une femme. Elle était subtile, sensible, fraîche et belle comme un printemps, sauf qu'elle avait dans son œil droit un point blanc, une tache infime aussi menue qu'un grain de sel. L'homme d'abord ne la vit pas. Le temps passa, eh oui, car hélas tout passe, et son cœur brûlant se refroidit. Il fronça un jour les sourcils. « Viens au soleil que je vois de près ta figure. Tu as une tache dans l'œil ? Depuis quand est-elle apparue ?» Elle répondit, la tête basse, « Depuis que tu ne m'aimes plus. » Serait-ce trop brutal de vous inviter à vous demander si les défauts qui sont devenus insupportables chez l'autre ont un lien avec le changement de la nature de l'amour, ou peut-être simplement de la relation? Et peut-être finalement sont-ce quelques signaux qui doivent vous inviter à réinvestir l'amour. On va poursuivre avec une deuxième histoire. Je vous préviens, il y a de la violence, il y a du mépris, il y a de la femme bafouée, humiliée, mais il y a quand même un message. Je l'ai choisie parce que elle est belle, que les mots sont beaux. Et puis pour d'autres choses que je vous dirai à la fin de cet épisode. Elle s'appelle Tatezo Flando. Il était une fois de plus une pauvre femme accablée, navrée, ravagée, saccagée par un homme en peau d'ouragan. C'était une brute, un obscur, une catastrophe ambulante, un tas obscur de muscles et d'os. Le soir, à l'heure où le soleil s'enfonçait sous sa couette, il apparaissait sur le seuil, son poing assourdissait la porte, son corps effaçait le dehors, et le chien fuyait entre ses jambes, et il entrait. Il entrait les yeux rétrécis, les sourcils pleins d'abeilles mortes, le front bas, le torse fumant. Je vous invite à écouter, à ressentir et à visualiser les images d'Henri Gougaud. Elles sont absolument incroyables. Son souffle épouvantait la lampe. Son pas faisait trembler les murs. Les enfants se grimpaient dessus dans le placard de la cuisine et demeuraient amoncelés, les poings accrochés aux oreilles. La mère, sur sa chaise basse, serrait les cuisses et se courbait comme un roseau sous un corbeau. Ses mains tricotaient de l'angoisse, ses cheveux se collaient aux joues, la sueur froide ruisselait entre ses seins découragés. Son homme monstre s'étirait, se grattait, nombril et tignasse, puis s'affalait dans son hamac, les bras et les jambes pendants. « Bougresse, lave-moi les pieds !» Elle accourait, bassine pleine, genoux pâles, serviette au bras. « Bougresse, ma viande et mon vin !» Elle trottait, tremblante. Elle brûlait ses doigts à la broche, servait prestement l'affamée, tordait sa bouche dévorante et curait de l'ongle ses dents. Il pétrissait sa croupe triste, puis l'empoignait plus durement et lui tenait à la figure. « Bougresse, dis-moi quel est mon nom.
Mon nom !» braillait l'infréquentable. La pauvre se ratatinait, levait le coude sur sa tête, tentait de fuir, ne pouvait pas et répondait « Je ne sais pas ». Il n'avait ni père, ni mère, et ni sa femme, ni ses enfants, ni les vieilles gens du village ne savaient comment le nommer. Se peut-il qu'on épouse un homme à ce point inconnu de tous ? Elle l'avait fait. Pourquoi ? Mystère. Peut-être l'avait-il voulu comme elle était, pâlotte, maigre. Elle ne savait rien refuser. Le cœur de cette femme-là était un océan craintif. Elle gémissait à tout hasard. Alphonse ? Barnabé ? Jules ? Non et non ! Lucien ? Théodore ? Marc ? Jean ? Mathieu ? Barthélemy ? Non, non et non ! Rugissait l'autre. Alors elle geignait. Pitié, mon mari. Et lui, il tirait sa ceinture et à grands coups de bûcheron faisait saigner ses omoplates, ses vertèbres, son cou, ses flancs, son nombril, ses cuisses fuyantes, le derrière de ses genoux. Il la laissait comme ivre morte parmi les chaises renversées. Et tous les soirs, c'était ainsi. Il la rouait à la folie. Un matin, le bougre partit. On ignorait d'ailleurs où il allait, quelle était son occupation lointaine ou pas, honnête ou pas. Et l'aîné des fils dit à sa mère « Je vais le suivre, je vais me cacher, je vais fouiner et j'écouterai. Je trouverai qui est cet homme. Je t'assure, nous saurons bientôt. »« Misère, si je te perds, tu ne reviendras plus vivant, lui dit-elle. » Elle baisa ses yeux et sa bouche. Il prit son écharpe, puis partit. Il vit son père, loin devant, qui cheminait vers le levant, traversa un pont troué, un champ de blé, un champ d'avoine, un champ d'orge, un hameau ruiné, un ruisseau dans une vallée. Il remonta jusqu'à sa source. Elle était dans une forêt. Il vit ses jambes dans les herbes comme des troncs d'arbres vivants, son ventre rocheux, son poitrail resplendissant comme une armure. Il vit son père s'avancer dans l'eau, plonger sous des scintillements, jaillir ruisselant au soleil, la tête au ciel, les bras ouverts. Et alors, il l'entendit chanter « Qui suis-je ? Tatezo Flando, ma femme, mon berceau, ma tombe. Si tu ne le dis pas, je tombe. Si tu le dis par Dieu d'en haut, j'éclate en vie comme une bombe. » Son fils, sur la branche du chêne où il laissait pendre son nez, se répéta 3 fois le nom. Il le noua à son écharpe, descendit en catimini, quitta l'ombre de la forêt, courut le ruisseau en vallée. De hameau ruiné en champ d'orge, en champ d'avoine, en champ de blé, il traversa le pont et reprit son souffle. Tatezo, Flando. Il s'enfonça dans le village. Tatezo, Flando. Il fit halte au seuil de la place. Un cirque venait d'arriver. Un tigre en cage rugissait, des trapézistes s'envolaient, des grosses caisses vacarmaient, et des jongleurs aux 1000 bras faisaient des arcs-en-ciel de balles. Un clown vint devant le garçon. Il lui dit en souriant « Je m'appelle Strongloutz, et toi ?» L'autre, ébahi, ouvrit la bouche, chercha. Les yeux grands, répondit « Tatési, Tapézu, Frampo, non Tarézo, non Tapato ?» Rire, trompette dans l'oreille, danse autour du pauvre effaré. Il s'en revint à la maison. « Ah ! Je l'ai su et je l'ai oublié, mère. » Sa mère courba l'échine, hocha la tête, soupira, et tria ses légumes secs, en attendant la dégelée. Le lendemain, son second fils lui dit « J'y vais, je trouverai, j'écouterai, je retiendrai. Ma mémoire est aussi fidèle que l'épouse d'un empereur. Ce soir, mère, délivrance, bombance, rôti d'agneau et fruits confits. Confiance, mère, bénis-moi. Que Dieu t'assiste, reviens vite, je ne t'en demande pas plus. » Il prit sa veste, s'en alla, traversa le pont et les champs. Il courut le long de la vallée, suivit le ruisseau forestier et parvint en vue de la source.
Il s'aplatit sous un buisson, trouva son père immense et beau quand il jaillit des gerbes d'eau. « Qui suis-je? Tatezo Flando, ma femme, mon berceau, ma tombe. Si tu ne le dis pas, je tombe. Si tu le dis, par Dieu d'en haut, j'éclate en vie comme une bombe. » Le garçon pensa, « c'est facile. » Et il dit à voix basse le nom, l'enfonça du poing sous son crâne, fit double nœud à son mouchoir. Il rampa jusqu'à l'orée du bois, courut par champs et par caillasses, parvint à l'ombre des maisons, planta ses doigts dans ses oreilles, traversa le cirque et la place, les rires, les couleurs, les masques, les sauts de clown, les jongleries. Tatezo, Tatezo Flando. Il parvint au bout de la rue. Tatezo, Tatezo Flando. C'est alors que 2 voyous lui tombèrent dessus. Tes sous, ta veste, tes sandales. Coup de poing, coup de tête, coup de pied, hurlements, sifflements de gendarmes. Le rescapé épousseta ses vêtements, s'enfuit chez lui, poussa la porte. Il avait la tête à l'envers. Il titubait, le souffle rauque. Sa chemise était déchirée. Sa mère le prit aux épaules. « Parle, mon fils, parle. Tateni, tatonné menu, non. Tamino, non. T'as fait d'eau. Ah, honte sur moi, je ne sais plus, mère. » Au soir, la rouste fut sanglante. La femme hurla tant et si fort que même le chien en fut ému. Il en pleura toute la nuit. De grand matin, le fils, le 3e, sans un mot à la maisonnée, prit son chapeau, claqua la porte et s'en fut, le pas furibond. Il s'avança dans la forêt sans souci des buissons et des froissements de feuillage. Il resta droit derrière un arbre, sous les traits du soleil mouvant qui lui dansait sur les épaules, tandis que l'homme nu plongeait, s'enfonçait dans l'eau de la source et jaillissait au grand soleil, la chevelure ruisselante, le front, les yeux illuminés, le torse luisant et les bras larges. « Qui suis-je, Tatezo, Tatezo Flando? Qui suis-je, Tatezo Flando? Ma femme, mon berceau, ma tombe. Si tu ne me le dis pas, je tombe. Si tu le dis, par Dieu d'en haut, j'éclate en vie comme une bombe. » Le garçon leva son chapeau, mit le chant dessous et s'en fut, remâchant les mots entendus. À chaque pas, il les redit. Dans les champs courbés sous la brise, il ne vit pas qu'il faisait beau. Par les ruelles du village, il traversa l'ombre des gens, sans voir ni souliers ni visage. Il n'entendit que vaguement la rumeur du cirque en parade. On le bouscula, il se tut. La foule lui dansa autour, il fit le sourd, il la troua. Tatezo, Tatezo Flando. Il parvint presque à la maison, vit une vieille trotter, le dos courbé le long du mur, son sac à main au creux du coude. D'une impasse où couinaient des chats, il vit surgir les 2 malfrats qui avaient assailli son frère. Ils attrapèrent la grand-mère, lui arrachèrent son collier, sa veste, son sac, sa canne. Elle hurla, tendit les mains, appela Dieu et la police. Il s'émut, courut à son aide, puis hésita. Il s'arrêta. Tatezo, Tatezo Flando, je ne vois, je ne sais rien d'autre. D'abord faire ce que je dois. Tatezo, Tatezo Flando, sinon je perds le nom du père. Vieille femme, pardonne-moi. Les 2 voyous le bousculèrent, il n'y prit garde. Encore un pas, encore un autre et un 3e. Il poussa la porte et cria « Dieu l'a voulu, mère, je sais. » Il dit le nom à son oreille et sortit secourir la vieille qui cherchait quelqu'un à tuer. Le soir venu, dans son hamac. « Bougresse, lave-moi les pieds !» grogna le monstre fatigué. Sa femme vint en chantonnant sa bassine contre le ventre. « Bougresse, ma viande, mon vin !» Elle lui découpa le gigot, lécha ses doigts, puis servit à boire. « Bougresse, dis-moi quel est mon nom. » Il tira sa longue ceinture et dans l'air la fit claquer sec. Elle noua ses cheveux épars et se planta
les poings dans les hanches, leva le front, puis répondit « Ton nom est à tes au flanc d'eau. Aime-moi, homme, que je vive. » Il perdit un instant le souffle, le retrouva, ouvrit la bouche et partit d'un rire inouï. Alors sa peau se craquela. Elle se fendit comme une gangue, se fracassa sur le plancher. Un bel époux lui vint devant. « Enfin, dit-il. Enfin, dit-elle. » Il l'étreignit, elle l'enlaça. Il fit chanter ses mains sur elle, elle fit danser ses doigts sur lui. La misère oublia leur vie. Avez-vous aimé cette fable que je trouve à la fois fascinante, à la fois très intéressante? Bien sûr, on pourrait s'arrêter, se désoler sur les coups, la violence, la victime. Mais si on essayait d'aller un peu plus loin, on irait sur ce qui meut cet horrible personnage à se conduire ainsi et ce qui le fait basculer vers un autre lui-même. En fait, il est question d'identité. Et franchement, cette question de l'identité, elle s'invite tout le temps partout. Elle s'invite dans la construction de nos souffrances professionnelles parce que nous avons une certaine vision de notre identité professionnelle, de ce qu'elle doit permettre, de ce qu'elle doit valoriser et valider de qui nous sommes. Et puis en famille, nos rôles, nos interactions, de là où on parle quand on est mère, quand on est père, quand on est époux. Là encore, la question de qui suis-je, quelle est mon identité, quel est le sens que je donne à ce que je fais, à comment l'autre me regarde, est un sujet. En fait, cette narration nous invite à questionner notre propre rencontre. Comment on se vit, comment on se confronte au regard de l'autre, à la façon dont nous sommes nommés. Et puis si nous poursuivions le voyage intérieur de qui suis-je au regard de la façon dont j'ai été nommé, prénommé enfant, de ce que j'en ai fait, de la place que j'occupais dans ma famille, de l'adulte, du parent, du professionnel que je suis. Je crois que nous pourrions glisser sur quelle est ma valeur, quelle est la valeur que je me donne. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, cette histoire. On se retrouve dans 15 jours. Si vous avez quelques minutes pour commenter et mettre des étoiles, cela permet à ce podcast d'être découvert par d'autres. Merci, à bientôt. Toutes les choses qu'on dit le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.